Parmi ces opportunités du bien vieillir, je voudrais d'abord vous montrer une plaque pour vous rappeler qu'en 1960, l'espérance de vie moyenne pour les hommes et pour les femmes dans le monde était d'environ 52 ans. Et vous voyez qu'en 2016, on est passé à 72 ans. Donc 20 ans d'augmentation d'espérance de vie en moins de 60 ans. On voit très bien qu'il y a des pays encore aujourd'hui où l'espérance de vie est extrêmement basse. Vous voyez la Sierra Leone, 52 ans, Nigeria, 53 ans, etc., etc. Et puis vous voyez des pays comme les nôtres où vous avez une espérance de vie environ 20 ans, 30 ans de plus. Et donc il faut quand même être très content de vieillir parce que c'est une chance de vieillir. En fait, le vieillissement est extrêmement hétérogène. Chacun d'entre nous vieillit différemment, qu'on habite dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, mais aussi ce qui est très important, c'est que cette longévité augmentée dépend beaucoup du produit intérieur brut de nos pays. Donc en fait, lorsqu'on vieillit, et vous connaissez certainement ces personnes qui sont nées bien avant de 1960, vous les connaissez très bien puisque ces enfants, ils ont pour nom Jane Fonda, Sophia Loren, Elisabeth II, Michel Bousquet et puis Kirk Douglas. Ces personnes qui sont nées il y a bien longtemps, est-ce qu'ils ont eu une opportunité individuelle de bien vieillir? Oui, apparemment, puisque en fait, vous voyez que Jane Fonda a 82 ans et qu'elle est absolument merveilleuse, qu'il en est de même de Sophia Loren, 83 ans, qu'il en est de même d'Elisabeth II, 93 ans, et bien sûr de Michel Bouquet, 95 ans, et le recordman revient à Kirk Douglas avec 102 ans. Des personnages qui ont quand même bien vieilli grâce un petit peu à plein de choses, mais je vais venir dessus. D'accord. Ouais. J'ai bien dit au début que ça dépendait du produit intérieur brut, mais ça dépend aussi de beaucoup d'autres choses. On dit beaucoup que le vieillissement, c'est lié à la génétique. Or, c'est complètement faux. Il y a 25% simplement de nos gènes qui sont fixes du début de la vie à la fin de la vie. Et certainement que c'est un fait, c'est que ces personnes n'avaient pas de maladie grave liée à un gène, par exemple. Mais 75% de nos gènes sont modifiables tout au long du vieillissement. Donc, nous sommes les propres acteurs de notre vieillissement. Et donc, si on veut bien vieillir, et si on ne veut pas avoir de maladie, il faut agir là-dedans. Et qu'est-ce que c'est ? On intervient donc personnellement, on intervient sur l'éducation, et l'éducation a un rôle absolument fondamental. Il y a aussi le problème des habitudes de vie, l'alimentation, l'exercice physique absolument majeur, l'absence de problèmes de tabac ou d'alcool. Mais aussi, on voit très bien que s'il y a d'une part la génétique et l'individu, il y a d'autre part quelque chose de fondamental qui est l'environnement. Et notre environnement de vie et les conditions socio-économiques interviennent. Il est évident que les caractéristiques du pays dans lequel on vit interviennent. Il est aussi sûr que la culture et la religion interviennent. Et enfin, bien sûr, il y a des choix de société qui sont très lourds. Alors, est-ce que, sur le plan société, ça vaut le coup de bien vieillir et est-ce qu'on apporte quelque chose à la société? Alors là encore, je vais vous montrer que Pasteur, il a fait son premier vaccin antirabique à l'âge de 62 ans. Je vous montre aussi que Rossini a écrit les 14 péchés de vieillesse à partir de l'âge de 65 ans, que la pyramide du Louvre a été inaugurée par P alors qu'il avait 72 ans. Monet a commencé à faire ses nymphéas à partir de 74 ans et il a entrepris 250 peintures. Et enfin, vous voyez que Sonia Delaunay a fait une peinture magnifique à l'âge de 85 ans. Donc tout est possible et nous pouvons espérer plein de choses. Alors en fait, j'ai montré quelques exemples, mais chacun d'entre nous, nous sommes concernés par ces liens intergénérationnels que nous avons, nous sommes concernés par la solidarité intergénérationnelle, nous avons tous acquis au fur et à mesure de notre vie plein d'expériences, nous avons aussi la possibilité de faire plein d'autres choses, comme moi aujourd'hui, et je pense que c'est très important de voir que notre vie a en fait 3 périodes. Une période où on a une augmentation de nos capacités, une période où les capacités déclinent un peu, une période où les capacités déclinent un petit peu plus. Et l'OMS dit qu'en fait, il y a 2 choses qui interviennent. D'une part, chacun d'entre nous, nos capacités personnelles, qui s'appellent les capacités intrinsèques. Qu'est-ce que l'on représente au point de vue potentialité physique, émotionnelle, mentale, psychologique, et puis l'environnement de vie dans lequel nous sommes. Donc en fait, si on veut a priori bien vieillir, il faut d'une part
construire le plus haut possible notre capacité intrinsèque, notre capacité physiologique. Et ensuite, il faut essayer de garder ces capacités avec un environnement qui est le plus agréable possible pour nous permettre les choses qui sont importantes pour nous. Et je vous montre un exemple. C'est une peinture qui a réalisé Renoir en 1919. Il avait 78 ans. Et vous voyez que cette peinture est magnifique, le vase aux roses. Et en fait, il avait une polyarthrite rhumatoïde absolument majeure. Et sa famille lui entourait des bandes autour de ses mains pour qu'il continue à peindre. Et avec ces bandes, il arrivait à favoriser ça. En fait, on voit très bien que ça correspond tout à fait à la définition OMS de l'espérance de vie en santé. Vieillir en santé est bien plus que l'absence de maladie. Et ce qui est absolument fondamental dans cette définition, c'est que ce qui est important, ce n'est pas la maladie, c'est les capacités fonctionnelles que nous avons tout au long de notre vie. Et je crois que ça a été parfaitement illustré par les deux témoignages que nous avons eus tout à l'heure. Alors en fait, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est effectivement de pousser vos enfants à augmenter leur capacité fonctionnelle le maximum possible. Et aussi une possibilité pour chacun des personnes très âgées, c'est d'essayer de continuer à vivre le plus longtemps possible et de faire les choses importantes pour elles. Et vous voyez que l'interaction entre la personne et l'environnement sont extrêmement importants. Et là, bien sûr, on est dans une période clé, puisque cette période clé, c'est la période de la technologie, où on va pouvoir être capable de surveiller avec des applications différentes ce que l'on va devenir, et si le déclin se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir. On va essayer aussi de voir dans quelques années des robots nous aider, et on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais en attendant tout ça, il faut se dire que chaque chose est possible à n'importe quel âge de la vie. Et c'est tout le vœu que je vous souhaite. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. C'est vrai que vous constaterez que la particularité du médecin, c'est de ne pas faire court, mais c'était intéressant. On parle d'espérance de vie. Restez assis. Ah non, pitié, ne recommencez pas. Donc on parle d'espérance de vie, mais on parle aussi d'espérance de vie en bonne santé. Elle n'a pas si évolué que ça. Prenez un micro. Alors, je n'ai pas parlé d'espérance de vie en bonne santé, c'est vraiment un thème absolument majeur, parce qu'en fait, l'espérance de vie en bonne santé en France est catastrophique. Les femmes ont une période de vie en incapacité de 22 ans et les hommes de 17 ans. Et c'est ça, c'est le motif même de mon topo, comment arriver à faire que l'on garde nos capacités fonctionnelles le plus longtemps possible en réduisant cette durée de vie en incapacité. C'est le challenge de tous les pays européens et de tous les pays du monde. Très bien, je vais me mettre à la peinture. Alain Derbès, donc vous êtes patron, président de l'UNICEF. Vous n'avez pas de slide, rassurez-moi. Non. Bon. Je suis un mauvais élève. Donc vous êtes atteint aussi vous êtes architecte. Oui. En activité. Absolument, oui, toujours. Et atteint de la sclérose en plaques depuis plusieurs années. 22 ans. En fait, j'ai 56 ans, donc je suis atteint depuis 97 de la sclérose en plaques. Et effectivement, j'ai un parcours un peu atypique. En ce sens que pourquoi j'ai pris déjà la présidence de l'UNICEF, c'est parce que justement je me sentais bien après un certain nombre de poussées, puisqu'en fait c'est ce qui caractérise la sclérose en plaques. Je peux en dire deux mots sur le... Bien sûr. Voilà. Je voulais juste dire une chose, c'est que la sclérose en plaques, c'est aux côtés de des deux principales maladies neurodégénératives, qui sont la maladie d'Alzheimer et puis Parkinson. Ça atteint plutôt les personnes plutôt jeunes. Exactement. Oui. C'est la caractéristique de cette maladie, c'est que ça atteint des personnes qui sont principalement, d'ailleurs à 75% des jeunes adultes femmes, donc jeunes, en pleine, je dirais, c'est ce qui caractérise cette catégorie d'âge, c'est ces personnes ont une capacité à se battre contre la maladie, peut-être par excès de confiance, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une bonne chose. On parlait tout à l'heure du sport, on parlait également du moral, parce que le moral joue une place prépondérante dans pas la guérison, parce qu'on ne parle pas de guérison, mais dans la rémission de la maladie. Et je trouve que voilà, c'est une bonne... Ouais.
Alors, on parle du patient acteur de sa santé, hein. On parle de plus en plus acteur de sa santé. Donc absolument. vous, à l'UNICEF, vous œuvrez... Alors moi, justement, comme je me sentais patients. bien, j'ai plutôt le moral, je me suis dit que j'allais essayer de transmettre un message d'espoir aux malades qui sont atteints de CEP, de sclérose en plaques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le poste effectivement de l'UNICEF. Alors, concrètement, que fait... est-ce que l'UNICEF, évidemment, elle s'occupe des patients atteints de sclérose en plaques, mais est-ce que vous sentez aussi, vous arriver, le numérique? Est-ce que l'e-santé prend une place de plus en plus importante dans le déjà, suivi des l'UNICEF, patients? comme personne ne sait ce que c'est, en plus tout le monde confond avec l'UNICEF, ce qui est une très mauvaise chose. Non, beaucoup de gens savent il y en a beaucoup. Mais l'UNICEF, c'est une magnifique en plus association, l'UNICEF. Donc, mais l'UNICEF, c'est une fédération qui regroupe 3 associations principales qui sont l'ARCEP, pour la recherche en fait, sur la sclérose en plaques. L'AFCEP, c'est pour l'accompagnement des malades et de leurs familles. Et l'association des paralysés de France, que tout le monde connaît puisque c'est la plus ancienne association. Donc forcément que parmi ces 3 associations-là, il y a des interactions qui se créent et je pense, il y a plein de choses certainement qui sont en vigueur aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses certainement qui manquent. Il faut savoir quand même que la sclérose en plaques est une maladie totalement imprévisible. Donc arriver à planifier sa vie professionnelle, je dirais, et à la limite domestique, est quelque chose de très compliqué. Donc tous les outils qui seront mis en place pour améliorer justement cette planification, parce que en réalité, quand vous savez que ces jeunes adultes qui sont fauchés en pleine ascension de leur vie professionnelle et familiale, c'est quand même une catastrophe. Souvent, soit elles perdent leur travail, soit elles sont à leur travail, elles n'osent pas en parler à leur patron. C'est parfois difficile de le dire à son travail, non? Mais c'est même impossible. C'est-à-dire que la plupart ne disent rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le but de l'UNICEF aussi, c'est d'aider justement à l'insertion dans la vie professionnelle de ces personnes. Et pour ça, je pense qu'il faut un certain nombre d'outils qui n'existent pas forcément encore, de planification, des outils de réflexion, des outils sur l'aide à la mémoire, parce qu'en fait, c'est aussi une maladie qui touche l'aspect cognitif. Donc malheureusement, perte de mémoire. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Bon, ça, on pourrait en parler peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a aujourd'hui, d'abord, parce qu'on a 3 associations en réalité. Oui, avec l'ARCEP, ça fait beaucoup. Oui. Donc, les progrès technologiques font que quand même l'espérance de vie un peu augmente. Les progrès en médicaments, il y a énormément aujourd'hui. Alors d'abord, il y a plein de sclérose en plaques différentes. Il y a plusieurs profils. Donc c'est assez compliqué. D'ailleurs, vous ne savez pas qu'une personne est atteinte de la sclérose en plaques. Nous, parmi nos leitmotifs à l'UNICEF, c'est rendre visible ce qui est invisible. En fait, on ne sait pas. D'ailleurs, vous ne voyez pas que j'ai la sclérose en plaques moi-même. Donc on ne sait pas en réalité ce qui se passe. On ne sait pas comment... Ça va, voilà, on sait juste qu'après on se retrouve dans une chaise roulante, ce qui est pas forcément, ce qui est pas obligé. Donc heureusement. Ouais. Bah oui, heureusement. Donc là aussi l'espérance de vie augmente. Donc Jean-Pierre Michel, donc finalement vieillir c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que tout le monde, même pour les patients, pas seulement même pour les malades, ils vont avoir de la technologie qui vont les aider et des nouveaux traitements, des nouvelles choses qui vont les aider absolument. Aussi dans l'environnement de vie dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est vraiment fondamental. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux.